Je suis une personne lambda. C'est sûrement ce que vous vous dites, vous qui nous écoutez. Vous pensez sûrement que les histoires que vous allez entendre n'arriveraient jamais à quelqu'un de lambda comme vous ? Eh bien si, nous les racontons chaque jour dans nos journaux. Et chaque dimanche dans ce podcast, Lambda, écrit et réalisé par les journalistes de Centre France. Très vite, j'ai su que ça allait être compliqué d'être fils unique. Pour moi, c'était une petite malédiction dès le départ, en fait. On s'ennuie vite, on est obligé de développer un imaginaire important. J'étais très timide à l'école, plutôt réservé. Je me sentais assez différent, en fait, très tôt. J'étais le petit garçon gentil, timide, plutôt bien élevé, plutôt assidu à l'école. Mais je me sentais différent et un petit peu rejeté parce que j'étais toujours un petit peu rond. Je me sentais exclu du groupe, en fait. Ça a été compliqué. L'enfance et l'adolescence ont été des moments difficiles, mais comme tout un chacun, je pense. Et j'ai essayé à travers la lecture, notamment, et à travers mes proches, mes grands-parents, de trouver quelque chose de serein, un développement personnel différent à travers le lien que j'avais pour eux. J'étais très très proche de mes grands-parents. J'ai tout de suite senti un amour réciproque très fort avec eux. J'y allais toutes les semaines. On s'appelait quasi tous les jours. Je me souviens encore de leur numéro de téléphone fixe d'ailleurs. C'est assez surprenant. C'est le premier numéro que j'ai composé étant petit. Ma grand-mère avait elle-même une correspondante. Elle m'a immiscé dans cette correspondance. Donc j'écrivais très petit, depuis tout petit, à l'âge de 6-7 ans, à une dame qui s'appelait Jeannette, qui vivait à Marseille en fait. Ma grand-mère s'appelait Madeleine. Elle m'a toujours évoqué son amour pour la lecture. Elle n'a pas pu continuer ses études parce qu'elle était dans un milieu ouvrier pour lequel il fallait travailler tout de suite. C'était comme ça, mais ça a toujours été un regret. C'était vraiment une bonne élève et je pense qu'elle voyait à travers moi un petit peu de son parcours finalement. Et d'ailleurs, j'ai conservé le dictionnaire qu'elle avait étant toute petite, qu'il a suivi pendant l'exode à Chartres. Je crois que c'est le plus beau cadeau qu'elle m'ait fait. C'était sa Bible en fait. Elle me l'a offert avant de partir et très souvent je m'y replonge pour l'odeur, pour les petits mots qu'elle y a glissés, pour les cartes. Adolescent, j'étais un peu comme dans mon enfance, un peu mal dans ma peau. En fin d'adolescence, j'étais assez attiré par une personne qu'on voyait à la télé en interview. Elle avait une façon d'être un peu différente, originale, un regard, un parler, un phrasé qui m'intéressait et qui m'avait interpellé parce que pour le coup, elle n'était pas comme les autres. J'ai acheté ses livres de façon régulière parce qu'en fait, elle a une force dans le langage. Ses livres, c'est toujours un petit peu un dialogue entre deux personnes. Tel un combat, on pourrait dire. En tout cas, ça m'a permis de mettre des mots sur des difficultés, mais également sur des moments de bonheur. Elle invite à l'originalité, à cultiver l'originalité. Et c'était très important pour moi à ce moment-là d'avoir cette bouée de secours. Depuis 1995, on a toujours la crainte en fait qu'elle ne sorte pas de livres, mais si elle en sort chaque année, ça correspond à la rentrée en fait. C'était plus difficile d'appréhender la rentrée scolaire quand on savait qu'il y avait ce livre qui vous attendait un petit peu avant. Ce que j'aime chez elle en fait, c'est qu'elle aborde des thèmes qui nous touchent tous en fait. Elle met des mots sur des sensations, sur des sentiments qu'on n'arrive pas forcément à exprimer. Et sur des notions de dualité parfois entre adolescents, je pense notamment à Ante Christa. Pour le coup, c'était important pour moi de mettre des mots sur des choses. Et très vite, j'ai eu envie d'en savoir un peu plus. Pour le coup, j'ai beaucoup regardé sur YouTube des entretiens du passé. J'ai acheté des magazines également, où son nom était abordé, des anciens entretiens par rapport à ses livres. J'ai la chance qu'on la voit très régulièrement dans des émissions, donc j'ai accès à plein de choses. Et j'avais très envie de me rapprocher d'elle. Je sentais il y avait quelque chose de fort qui pourrait me répondre, qui pourrait me bousculer. Je ne savais pas comment l'aborder. Et puis fin 2014, je me suis dit, mais il est temps Nicolas, faut que tu fasses quelque chose. Et je me suis dit, comment faire ? Et c'est là que j'ai eu l'idée en fait de lui présenter mes vœux. J'avais une excuse pour entrer en contact avec elle. C'était plus facile d'entrer en contact. Donc je lui ai écrit en tout début de janvier 2015 et 2 jours après, miracle, dans ma boîte aux lettres, une lettre, une réponse. Paris le 5 janvier 2015. Cher Nicolas, bonne année. Merci pour vos vœux. Vous me demandez conseil pour votre situation. Le texte ci-dessous pourrait vous aider. Je vous embrasse. J'étais stupéfait. Donc je lui ai réécrit une lettre dès le lendemain et à nouveau 48 heures après, une nouvelle lettre. Fallait que je lui réponde tout de suite, c'était ma seule urgence. J'écris à l'adresse suivante: Albin Michel, à l'attention de Madame Amélie Nothomb.
Très vite, on s'est écrit aussi vite, dans un délai invraisemblable. Elle m'a écrit environ 700 lettres, et moi tout autant. C'est impressionnant. À chaque fois qu'elle m'écrit, j'entends le son de sa voix. Et quand je la lis, je l'entends. C'est assez fort. Et je l'entends mettre le ton. C'est vrai que nos échanges, en fait, ils sont basés sur le fait que nos lettres ne font pas plus d'un recto verso. On déborde jamais. Ça m'est arrivé quelques fois, mais je m'en excuse à chaque fois. C'est parce qu'il y a sûrement des thèmes qui nécessitent d'être abordés plus en profondeur, mais j'essaie de pas trop déborder. On a toujours ce rituel-là. Je lui envoie toujours une enveloppe pour la réponse, comme depuis le début, en fait. J'estime qu'elle prend déjà assez de temps pour me répondre, pour en plus qu'elle n'ait à écrire une enveloppe avec mon adresse. Parmi les rituels, il y a également le système des suivis postaux. Ça me permet de voir où en est la lettre, voir si elle n'a pas été perdue, si elle a du retard, etc. Et quand il y a du retard, un retard inhabituel, c'est vrai qu'on a l'habitude de se contacter. Donc ça peut passer par des fax, des petits appels téléphoniques. On se dit attention, c'est étonnant, j'ai pas reçu votre lettre d'il y a 2 jours, mon Dieu, que se passe-t-il, etc. On évoque nos vies quotidiennes, on évoque également la culture, le cinéma. Elle m'invite à découvrir des films, je l'invite également à découvrir des films. Elle me parle de livres, de littérature. Elle m'a ouvert les chemins d'Annie Ernaux, de Mishima récemment, que j'ai découvert et pour qui j'ai un vrai coup de cœur. Tous les ans, il y a de nombreuses lettres dans lesquelles j'évoque ces livres, pour lesquels j'ai de nombreuses questions. Je mets des petites post-it à chaque première lecture, sur chacune des pages presque. Donc ça nous occupe un bon moment. On parle de nos relations personnelles, ce qui nous interroge, ce qui nous met en joie, ce qui nous met en colère, tout ce qui fait une vie en fait. Il faut toujours respecter une sorte de frontière. Elle en parle souvent d'ailleurs. En fait, on a une frontière entre tous les êtres et il y a un endroit où on ne doit pas aller, pour chacun, pour ne pas blesser, pour ne pas aller trop loin justement là où ce n'est pas possible d'aller. C'est important de pouvoir garder des choses secrètes pour soi. Enfin, ça n'a pas de sens si on dévoile tous ces secrets. Et il y a toujours des sujets plus sensibles et cette frontière, elle est vitale pour tout le monde en fait. Elle est liée aussi au respect de l'autre. Des fois, on a des avis qui divergent et c'est d'autant plus intéressant, d'autant plus enrichissant qu'elle me donne vraiment son avis. Si elle n'est pas d'accord, elle va me le formuler. Forcément, on peut tout dire à partir du moment où on met les formes. Elle a un regard et une analyse très fine. Parfois, je peux être persuadé de certaines choses, sur des comportements. Est-ce que ça veut dire ceci, cela? Et en fait, elle m'invite toujours à regarder différemment, à voir autre chose, quelque chose que je n'ai pas vu. Et ces réponses font toujours écho en moi. Ça me fait toujours tilt. Donc j'écris systématiquement dans mon salon, en fait, à une table en bois. Je me pose, j'ai un petit cahier dans lequel je note des idées tout au long des jours, des semaines, pour ne pas oublier telle chose à lui évoquer. J'ouvre mon stylo bic et c'est parti pour environ 1 heure d'écriture. Et là, je sens la chaleur qui m'envahit. J'ai le cerveau qui est en totale ébullition, c'est impressionnant. Je suis au calme et plus rien ne compte, le téléphone peut sonner, ce n'est pas grave, il va continuer de sonner. Ce qui compte, c'est l'écriture et c'est de la lire, c'est de lui répondre, de donner un sens à ce qu'elle me donne. J'espère que je lui apporte un petit quelque chose parce que ce qu'elle m'apporte, c'est tellement énorme, c'est invraisemblable et c'est l'une des femmes de ma vie, je dirais. Elle a une écriture ça la ferait sourire, une écriture de docteur, je trouve. Pour le coup, au début, c'était pas évident, mais très vite, on s'y habitue. C'est qu'on voit à travers l'écriture l'énergie qu'on y met, le temps dont on dispose pour écrire une lettre. Il m'arrive parfois de voir qu'elle est qu'elle est certainement dans une forme d'urgence, qu'elle veut développer des thèmes plus précisément, et on voit dès le début de la lettre que l'écriture est plus fine, les lettres sont plus rapprochées, et voilà, les lettres n'ont pas toutes le même volume, parce que le thème abordé, mais aussi parce que le temps certainement dont on dispose l'un et l'autre pour y répondre. Sa signature, elle ressemble à une signature de docteur. On peut deviner le A, c'est une écriture un petit peu penchée, on pourrait la décrire ainsi, mais avec un trait vif en fait. Je suis marqué au fer rouge à la poste et l'été dernier en fait était indiqué que la lettre était déposée dans ma boîte aux lettres, donc je suis descendu en bas de ma résidence pour retrouver la lettre et malheureusement elle n'y était pas. Là c'était dramatique. Alors j'ai couru après la factrice dans les bâtiments et je l'ai retrouvée, elle est revenue sur ses pas, elle a ouvert les blocs
les blocs de boîte aux lettres en bas et elle m'a retrouvé la lettre, elle s'était trompée de boîte aux lettres en fait. Et pour le coup, elle s'est excusée, mais pour moi c'est dramatique en fait. Perdre une lettre, c'est terrible en fait, parce qu'on confie des choses personnelles et on n'imagine pas l'importance que c'est que de perdre une lettre. C'est pareil, un jour une lettre était arrivée chez un voisin, miracle, il est venu me l'apporter le soir. Donc j'étais soulagé, et il ne l'avait pas ouverte en plus, donc d'autant plus merveilleux pour moi. J'ai profité du calendrier qui indiquait qu'en fait elle faisait une rencontre et une dédicace à un festival du livre à Paris en mars 2015. J'ai fait la queue pendant des heures, mais j'avais besoin de la rencontrer, de lui dire que c'était moi et qu'elle puisse mettre un visage sur le mien, puisque moi je connaissais le sien forcément. Je ne lui avais pas envoyé de photos, donc c'était la surprise. Je suis arrivé très très tôt à Paris. Et face à elle, j'étais tout tremblotant, j'avais l'impression d'avoir une pomme de terre chaude dans la bouche, je n'arrivais plus à articuler. Mais je lui dis, je suis Nicolas de Chartres, et là, le choc. On s'est tout de suite enlacés, elle a tout de suite compris l'émotion qui m'habitait d'être face à elle en fait. C'était un moment inoubliable. Elle a vu en tout cas, je pense physiquement, qu'il se passait quelque chose en moi, que j'étais face à elle et que j'étais tout en émotion. C'était un moment très fort. Elle est habillée de couleur noire, elle adore le noir, elle a des longs cheveux bruns, elle a souvent un rouge à lèvres très rouge comme peuvent le porter les japonaises. Elle a des grands yeux, elle a pu porter des chapeaux pendant de très longues années. On a tendance à l'imaginer comme étant sombre alors que pas du tout, c'est l'être le plus solaire que je connaisse, la plus positive au monde. Alors je l'ai rencontrée une première fois donc en mars 2015, puis ensuite assez régulièrement, 1 à 2 fois par an, jusqu'à cette surprise immense. J'ai découvert un jour sur le site de son éditeur qu'elle passerait à Chartres en novembre 2017. Le journal, en fait, qu'il avait interviewé, avait évoqué un mystérieux correspondant chartrain. C'était très drôle de savoir que j'étais évoqué ainsi. Et ce jour-là, on attendait en fait de voir à ses côtés le mystérieux chartrain. Et c'était moi. J'aurais voulu que ma grand-mère soit présente à cette occasion, mais elle était déjà en EHPAD. Par contre, dès le lendemain, il y avait eu tout un article dans la presse. Et je me souviens que le premier réflexe a été de courir, lui montrer l'article à l'EHPAD. Elle était heureuse. Je revois son bonheur dans son lit quand elle avait vu cet article. C'était un grand moment. Ça a été mon premier réflexe, en fait. C'était d'acheter le journal et d'aller lui montrer. J'aurais au moins vécu ce moment-là avec elle. Elle a été d'un très grand soutien en fait à la disparition de ma grand-mère, de mon grand-père également. Elle a été d'une présence exceptionnelle. Elle savait que c'était difficile pour moi. Elle connaissait mes idées d'enfant à propos de mes grands-parents. Elle m'a permis de comprendre que la mort n'était la cessation de rien et certainement pas la fin de l'amour. Et pour moi, ça a été un vrai choc puisque tout petit en fait, je disais à quiconque voulait l'entendre qu'au départ de mes grands-parents, je partirais également. Je ne sais pas comment. Mais quand j'avais 5-6 ans, j'étais persuadé que quand mes grands-parents décéderaient, je les suivrais. Au miracle, je suis toujours là, je ne l'aurais pas cru. Pour la petite anecdote, en fait, mon grand-père, tout petit, m'a un jour montré, on allait au cimetière, et il m'a dit « c'est là que nous serons enterrés ». Et en fait, on entretenait leur tombe avant même qu'ils y vivent, en fait. Et ça m'avait non pas choqué, mais ça m'avait apaisé. Parce que j'avais envie d'être avec eux en fait. Et aujourd'hui encore en fait, j'aimerais être avec eux. Je sais qu'il n'y a plus de place dans leur caveau, mais mes grands-parents étaient essentiels pour moi. J'ai beaucoup de goût et de plaisir à stocker mes lettres. C'est mon trésor personnel. J'en prends le plus grand soin. Je les classe par ordre d'arrivée dans des protège-documents que j'aime personnaliser avec une coupure de presse, une photo que j'aime, un petit clin d'œil. Et le tout est stocké dans mon appartement dans un endroit secret. J'ai toujours dans l'idée, en fait, le jour où je partirai, que ces lettres me suivent dans ma tombe ou avec moi, en tout cas. Je veux qu'elles me suivent pour l'éternité. Que personne ne les lise, qu'elles restent avec moi pour toujours. C'est une manière de se sentir moins seul que d'être accompagné des lettres. C'est surtout de partir dans l'amour, en fait. Je crois que j'ai bien plus de plaisir et de chance de lui écrire 2 fois par semaine que de passer un moment, un dîner, ou même autour d'un café. Je trouve qu'on se dit bien plus de choses dans une lettre qu'autour d'un verre. On va plus en profondeur, on analyse les choses, on prend du recul, on ose dire des choses parfois à l'écrit qu'on ne dirait peut-être pas en tête à tête. Je fais totalement confiance à cet auteur que je considère comme une sœur de lettres.
Je ne sais pas si elle va m'accompagner toute ma vie, je le souhaite de tout mon cœur. C'est difficile de se projeter, j'ai envie de vivre le moment présent et c'est ce qui est le plus important, je crois. C'est vrai que j'ai la chance en fait d'avoir ce lien avec elle. Quand je revois les lettres du passé, qu'il pouvait y avoir des moments moins développés ou des petits bonus avec des articles. Elle a toujours plaisir à m'envoyer des petites choses en plus et ça me fait chaud au cœur de retrouver ces lettres. Je les parcours avec vous. J'ai l'impression de refaire ma vie à travers ces réactions. Je revois tout ce qui s'est passé depuis 2015 à travers ces réponses. Je n'ai plus mes lettres puisque je ne les conserve plus, mais j'ai les siennes. C'est étonnant ce hasard. On a commencé à s'écrire au moment des attentats. On ne pouvait pas faire autrement que de les évoquer. En plus, c'était nouveau, c'était effrayant. Et je ne vais pas dire que ça nous a rapprochés, mais le besoin d'écrire était encore plus fort à ce moment-là. On vivait des moments terribles. Et écrire et essayer d'avoir du recul, d'avoir un lien d'amitié, d'avoir un lien fraternel entre nous, c'était encore plus primordial. Je lui demande souvent de me donner des petits exercices d'écriture. J'écrivais adolescent des petits poèmes, des petites choses comme ça. Et grâce à ces exercices d'écriture, ça m'a replongé dans ce plaisir d'écrire autre chose que des lettres également. Les exercices sont assez variés. J'ai pu écrire un texte de chanson, une fable, un petit poème, une lettre. Ces exercices d'écriture sont très importants pour moi. Je lui en réclame de temps en temps, un petit peu moins ces derniers temps. Il va falloir que je lui en demande un dans ma prochaine lettre. Elle a vraiment rallumé quelque chose en moi qui était éteint. Parfois, dans la vie, on ne croit plus à grand-chose, et puis elle est arrivée, et puis elle a rallumé la lumière, elle a rallumé les étoiles. Elle est cette étoile dans la nuit, elle est la lumière quand ça ne va pas. Et je me rends compte que ça va beaucoup mieux dans ma vie depuis qu'elle est là, que je m'accepte plus, qu'elle me permet de ne pas tout prendre au tragique, qu'elle me permet de prendre du recul, de constater que si on vit des épreuves, ça pourrait être encore pire. Donc prenons le temps de relativiser, regardons le ciel plutôt que de regarder nos pieds. C'est une invitation à l'espoir en fait, cet auteur. Vous venez d'écouter Lambda, un podcast produit par Centre France. Si vous avez aimé, laissez-nous des étoiles sur les plateformes de streaming, parlez de nous et n'hésitez pas à nous raconter votre histoire lambda en commentaire ou à l'adresse podcast au pluriel @centrefrance.com. À bientôt.